explore des horizons lointains en révélant une pépite du terroir, la vanille de Nouvelle-Calédonie. La culture, restée inchangée depuis le 19e siècle, s'est parfaitement adaptée à cette île du Pacifique. Le climat tropical concède aux planteurs de vanillés des conditions idéales. La vanille, qui est une orchidée, a besoin d'un ensoleillement et d'une pluviométrie assez importante. Donc c'est un compromis, je dirais, entre la pluie et le soleil. Et c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, c'est l'idéal. La vanille joue de ses charmes pour convaincre les plus fins connaisseurs. Alors la vanille en général, qu'elle vienne de Madagascar, la vanille Bourbon, la vanille de Nouvelle-Calédonie, c'est une épice qu'on peut utiliser comme toutes les épices. Donc on peut aussi bien l'utiliser en sucré qu'en salé. Traditionnellement, je dirais les locaux qui vont travailler cette vanille l'utilisent avec les produits locaux, aussi bien avec des légumes qu'avec des crustacés ou du poisson. Les paysages de la Nouvelle-Calédonie sont aussi méconnus que bouleversants de beauté. L'île principale, communément appelée Grande Terre, doit ses douces températures au souffle des alizés. Du côté est de la chaîne centrale et montagneuse, le littoral profite d'un climat humide et ensoleillé, des conditions idéales pour la culture d'une des meilleures vanilles au monde, la Vanilla planifolia. Au pied du Mont Mou, à quelques 25 km de Nouméa, se situe la ville de Païta. Julien Pascal, un jeune agriculteur passionné par les sciences, la nature et la botanique, s'est installé ici en 2004. Il a jeté son dévolu sur la culture de cette orchidée. Je suis arrivé sur ce terrain, c'était en fait une opportunité lorsque j'ai rencontré mon voisin qui a commencé son activité en même temps que moi. Et je lui ai parlé de mon projet, il était séduit qu'un petit jeune veuille s'installer dans l'agriculture. Et il m'a proposé de me louer une petite surface pour que je puisse faire mes essais de vanille. Donc on arrive sur mon lieu de production, on a en bas une première ombrière qui date de 2007. Donc lorsque je me suis lancé dans l'aventure vanille, ce sont mes 700 premières boutures. Puis en 2010, j'ai fait une extension d'activité et j'ai replanté donc la deuxième ombrière, on voit qui est beaucoup plus belle. Et là, j'ai replanté à nouveau 900 boutures de vanille. Cet ancien ingénieur en sciences et techniques des aliments n'a pas hésité à changer de vie pour se lancer dans cette aventure épicée. En 2016, je me suis posé la question de s'il y avait un potentiel, quelque chose à faire au niveau agricole, parce que je voulais retrouver vraiment un travail en pleine nature, comme je le faisais. J'ai une formation d'œnologue au départ, et je voulais retrouver cette promiscuité avec la nature. En bon perfectionniste, Julien s'est méticuleusement renseigné sur la culture de la vanille. Il en connaît l'histoire sur le bout des doigts. La vanille est arrivée en Nouvelle-Calédonie en 1860, transportée par le pasteur Macfarlane, qui est arrivé sur l'île de Lifou. Et la vanille a été cultivée pendant plus d'une centaine d'années sur l'île de Lifou par les Mélanésiens, mais plus pour le côté ornemental de la plante que pour l'aspect gustatif des gousses. C'est seulement dans les années 80 ou 90 qu'il y a eu un intérêt commercial pour la gousse. Quand on a vu ce qui se faisait sur la Réunion, on s'est dit on a un potentiel en Calédonie. Donc là, les pouvoirs publics ont forcé un petit peu la filière à se développer, notamment sur l'île de Lifou. Un nouveau métier donc, mais que le jeune agriculteur s'est approprié. Et son expérience en œnologie y est pour beaucoup. La culture de la vanille, effectivement, c'est assez complexe parce que la vanille est une orchidée, c'est une plante qui est relativement fragile, qui a certaines exigences. Il faut être très tatillon. Mais après, c'est comme toute culture, une fois qu'on a appris à apprivoiser le végétal, il n'y a rien de sorcier. Ce qui me plaît dans la culture de la vanille, déjà, c'est le produit en tant que tel, parce que c'est quelque chose d'assez ahurissant de voir cette plante qui ressemble, c'est une orchidée qui ressemble à une plante grasse et qui peut arriver à fournir ces gousses parfumées et tout ce que ça évoque derrière, souvenirs d'enfance, au niveau gustatif, au niveau odorat. Ensuite, c'est l'environnement dans lequel on peut travailler en Nouvelle-Calédonie, que ce soit ne serait-ce que sous les ombrières. Donc c'est vraiment le cadre de travail qui est radicalement différent de ce qu'on peut vivre éventuellement dans un bureau climatisé. Julien travaille effectivement bien loin du tumulte de la ville. Les conditions et le terroir adéquats de cette culture lui ont permis de développer un produit exceptionnel, doté d'une spécificité inédite au monde.
À Paris, Gérard Thorin, un des meilleurs ouvriers de France glacier, et le chef Guy Martin évoquent dans un échange gourmand toutes les facettes insoupçonnées de ce produit rare. On a une vanille tout à fait exceptionnelle. D'ailleurs, on voit très bien son côté givré déjà qui note des arômes de vanilline fort présents. Et puis, c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, on a la chance d'avoir un taux de vanilline qui est largement supérieur aux autres gousses de vanille. Aux autres vanilles, mais alors, justement, ce côté givré, est-ce que ça vient de la variété de la vanille? Est-ce que c'est givré après? Vous pouvez un petit peu nous expliquer comment ça marche? Absolument. La vanille, en fait, givre naturellement quand son taux de vanilline est suffisamment élevé. Et ce que l'on voit, donc, ce sont les cristallisations, la cristallisation de la vanilline. Donc, ce qui veut dire que c'est un process qui a été jusqu'au bout, qui a été emmené avec toute la qualité nécessaire pour qu'il y ait le taux d'humidité qui est entre 45 et 50%, et la vanilline va ressortir et cristalliser naturellement. C'est vraiment l'aboutissement de tout un process de fabrication qui donne ce visuel de qualité. Ce visuel de qualité et aussi ce goût. Donc on peut dire qu'elle est là, elle est à pleine maturité. On sait quand elle est givrée comme ça, qu'elle est bonne à être consommée, en fin de compte, c'est ça? Tout à fait. C'est un petit peu le déclic. Oui, c'est alors, exactement ça. Là, nous avons deux autres sortes de vanille, avec notamment cette vanille qui vient de Polynésie, hein, alors qui est plus grasse, qui est plus... Un petit peu plus large. Plus large, plus charnue. Bien charnue, bien brillante. Donc c'est la Tahitantisse, alors que les deux autres, ce sont des Planifolia. La Tahitantisse a en effet tendance à avoir toujours un petit peu d'huile sur l'extérieur quand elle est bien en maturité. Alors elle est plus noire aussi, hein. On la voit plus noire et plus large, facile en fait à reconnaître. On a au milieu donc celle de l'île de la Réunion ou je dirais de toute la zone Bourbon, hein, puisque c'est une zone géographique qui est définie depuis l'île de la Réunion, qui s'appelait l'île Bourbon précédemment. On a donc une vanille là qui est un peu plus petite et puis un peu plus brune, et qui est vraiment issue d'un terroir particulier sur la zone Réunion et Madagascar, puisque Madagascar, sur le nord-est de Madagascar, on a aussi les très belles vanilles Bourbon. Et alors vous voyez là aussi la taille qui est différente, hein. On voit la vanille Tahiti qui est impressionnante en taille. On a donc la vanille Bourbon qui est un peu plus petite, plus réduite. Et puis on a celle de Nouvelle-Calédonie, magnifique, qui est autour de 20 cm et qui a aussi cet avantage d'être givrée. Ce qui est important quand on achète la gousse de vanille, c'est de regarder donc sa brillance, voir donc sa couleur aussi. Et vous voyez, je fais un nœud avec, tout simplement. À partir du moment où je peux faire un nœud, c'est-à-dire, voilà, elle a 45-50% d'humidité, et donc ça me permet de savoir qu'elle n'a pas été trop séchée. Du moment de la floraison jusqu'à l'aboutissement de la vanille qu'on peut avoir chez nous, à peu près 2 ans. 2 ans, 2 années. 2 ans. Donc c'est un travail énorme. Alors, il y a énormément de variétés d'orchidées, mais il y a très peu de variétés d'orchidées qui donnent de la vanille. Complètement. En effet, il y a une centaine de variétés d'orchidées qui donnent ce qu'on va appeler de la vanille. Mais pas toutes, évidemment, ne sont aussi intéressantes. En l'occurrence, on a à peu près 3 grandes familles d'orchidées qui vont donner donc les 3 grandes familles de vanille. Alors, en l'occurrence, là, on a la Tahitantisse et la Planifolia, mais on a aussi la Pomona, qui est une gousse de vanille intéressante de par sa forme. On appelle aussi, à Madagascar, on l'appelle la vanille banane. Elle est très belle aussi. Elle est très très belle, très large, une très belle gousse. Il n'a pas une très forte note aromatique vanillée, mais qui peut être tout à fait intéressante aussi dans la cuisine et dans la glace, dans la pâtisserie. Les habitants de la commune de Païta ne soupçonnent pas qu'en franchissant cette petite rivière, près de 1600 plants de vanille sont cultivés par Julien. L'épice aujourd'hui répandue dans le monde entier aurait pu ne jamais agrémenter nos recettes. Originaire du Mexique, la vanille est cultivée par les Amérindiens puis découverte au XVIIe siècle par les conquistadors espagnols. Ils l'emportent à bord de leur bateau vers l'Europe puis vers la zone Bourbon. Seulement sur l'île de la Réunion, l'insecte pollinisateur n'existe tout simplement pas. C'est un botaniste en herbe qui trouve la solution presque par hasard. Moi, j'ai fait le choix de Vanilla planifolia parce que c'est celle qui est arrivée
en Nouvelle-Calédonie. C'est celle qui est originaire du territoire, donc je n'allais pas planter autre chose, surtout qu'on n'introduit pas n'importe quel matériel végétal en Nouvelle-Calédonie. On essaye de préserver la flore endémique. Et là, il y a une petite anecdote qui est relativement bien connue de tous les planteurs de vanille. La petite histoire de cet esclave réunionnais qui s'appelait Edmond, un petit gamin de 11 ans qui était passionné de botanique et qui a découvert la manipulation effectuée sur les fleurs de vanille pour obtenir le fruit. Et le maître voit quelques vanilles qui ont grossi sur le plant de vanille et il dit « Ah tiens, c'est étrange, j'ai des vanilles ». Et le petit gosse lui dit « Oui, mais c'est moi qui les ai pollinisées ». Alors imaginez, le maître, il lui a rayonné. Et 2-3 jours après, quand il voyait qu'il y avait de plus en plus de gousse sur ce pied de vanille, il a demandé à l'esclave de lui montrer comment est-ce qu'il faisait. Edmond Albius a donc mis le doigt sur la fécondation et a transmis son savoir-faire à de nombreux planteurs. Lorsque le plant est suffisamment vigoureux au niveau implantation racinaire, au bout de 2 à 3 ans, on a de bons résultats sous ombrière, c'est un peu plus rapide. Chaque fleur de vanillé est pollinisée à la main par un opérateur qui va mettre en contact le pollen sur le pistil en chantant une petite membrane qui est là normalement et qui isole les deux parties. La floraison, c'est entre mi-septembre et mi-décembre pour la Nouvelle-Calédonie. Si la pollinisation a pris, la fleur va rester accrochée, va sécher et ensuite la petite vanille va grossir jusqu'à atteindre sa taille adulte en l'espace de 8 semaines. Julien a étudié la moindre étape de cette culture afin d'assurer le processus de fructification. Chaque balai scelle une quinzaine de gousses et leurs lianes peuvent mesurer jusqu'à 30 mètres. Là, on effectue une opération qu'on fait quasiment en continu tout au fil de l'année. C'est l'opération de bouclage qui consiste en fait à reprendre les nouveaux rejets de l'année et à les amener vers le sol de telle manière à ce que la plante s'enracine à chaque tour et se renforce au niveau racinaire. Ce qui va permettre non seulement d'avoir une belle floraison, mais à la plante de supporter toutes ces gousses, parce que lorsque les gousses vont grandir, elles vont puiser énormément d'énergie. Donc c'est un travail qui est assez long, rébarbatif, mais qui est indispensable au bon équilibre de la plante et à l'obtention de belles gousses. Après 10 mois de patience, lorsque la maturité des gousses est optimale, elles sont récoltées une à une, sur une période de 4 mois. Julien suit le protocole réunionnais pour les préparer et les affiner. Les gousses sont récoltées à pleine maturité, elles sont immergées dans de l'eau à 65 degrés pendant 3 minutes, ce qui va permettre d'une part de mortifier les cellules, donc on arrête la maturation de la gousse, et ensuite à 65 degrés on amorce les processus de fermentation et de réaction enzymatique. À la sortie du bassin d'eau à 65 degrés, on va procéder à une étape d'étuvage, donc qui consiste à garder cette température le plus longtemps possible. Cette étape dure environ 24 heures. Les gousses sont rassemblées dans une grosse enceinte type glaciaire, dans une atmosphère saturée en humidité. Les gousses sont toujours aussi dures, toujours aussi cassantes. Par contre, elles ont entièrement changé de couleur. Elles sont devenues brun noir chocolat et on commence à voir des effluves de vanille, de vanilline qui sortent de ces gousses. La deuxième étape consiste à sécher les gousses. Les gousses captent le rayonnement infrarouge, elles chauffent. Une fois que les gousses sont chaudes, on les regroupe entre elles pour avoir une inertie et on va les remiser jusqu'au lendemain. Ces opérations soigneusement répétées feront perdre aux gousses de vanille jusqu'à 30% de leur poids d'origine. Julien réalise la dernière étape d'affinage chez lui. Au fil de ses tests et de son expérience, sa vanille est devenue l'une des meilleures au monde. À la fin du séchage à l'ombre, les gousses de vanille sont remisées dans des malles en cohue que j'ai fabriquées et les fagots sont entassés dans ces malles d'affinage et elles vont y rester pendant une durée minimum de 9 mois. Pendant la période d'affinage, on va avoir le gradient d'humidité qui va s'homogénéiser entre le cœur de la gousse et l'extérieur avec des produits aromatiques qui vont migrer vers l'extérieur et au contact de l'air, la vanilline par exemple va cristalliser, ce qu'on appelle le phénomène de givre. Et ça c'est un phénomène pas unique mais extrêmement rare. En fonction de leur taille, Julien vérifie la souplesse et la texture de chaque gousse avant de les mettre lui-même en tube. Le travail du producteur de vanille, il est en 2 temps. Il y a toute la partie production sur la plantation et puis il y a la deuxième journée qui se fait quand il fait nuit. Donc souvent le soir à partir de 20h jusqu'à minuit, parfois 1h du matin, on fait tout ce qui peut se faire à la lumière artificielle. Donc le calibrage en fait partie. Le calibrage consiste à prendre les gousses une par une, les poser sur une réglette
et répartir la production en fonction des tailles. 12-14 cm, 14-16, 16-18, 18-20 cm et 20-22 cm sont destinés aux grands restaurants et puis des grands noms d'épicerie fine. Ce qui est intéressant, bon, il y a l'extérieur, mais il y a surtout l'intérieur, non? Surtout l'intérieur. Ouais. Ouais, oui. Alors, et là, c'est le bonheur, non? Voilà. Hein? Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, non? Ouais. Donc, en effet, il y a 80% de l'arôme qui se trouve à l'intérieur de la gousse de vanille. Alors, regarde, on a Ah, là, c'est magnifique, ça. là vraiment Hein? le caviar de la vanille. Là, on a un grain donc très fin, très petit, qu'on va retrouver dans nos préparations. Alors, il faut faire attention quand on gratte la gousse de vanille comme ça, parce que il peut y avoir donc des petits, un petit peu de pulpe aussi, hein. Et donc cette pulpe est pas toujours très intéressante dans les préparations, donc on la chinoisera après. On a 80%. Chinoisera, donc passer au chinois. Passer au chinois ou à l'étamine. Ou à l'étamine, ou une petite Absolument. passette. Une petite passette, de façon à enlever donc ça, parce que ça va gonfler un tout petit peu. Oui, ça Et apporte rien d'intéressant. Ça apporte rien d'intéressant en termes de visuel. Et puis, on a donc 20% du parfum qui est donc sur cette partie, ce que j'appelle le bois de la vanille. Donc, ces parties extérieures qui, donc, eux aussi vont donner leur arôme. Mais par contre, cette partie extérieure, il ne faut pas la laisser trop longtemps maturer. Il va falloir assez vite la retirer. Donc, on fait juste la cuisson avec, et puis on enlève ce support, donc la gaine, parce qu'il faut savoir que la vanille s'appelle vanille de l'espagnol vanilla, qui veut dire gaine fine de mémoire, petite gaine, je crois. Petite gaine. Et donc cette gaine-là, c'est du bois, et jamais on mixe la gousse dans la préparation, parce que ça donne de l'amertume. Souvent, c'est conservé dans des petites... des petits tubes en verre, en effet. Oui. Alors c'est très très bien tant qu'ils sont fermés, c'est très très bien, il faut les conserver à l'abri de la lumière, mais une fois qu'ils sont ouverts, après, la conservation, c'est là où ça se complique un peu. Ça se complique un peu. Et il peut y avoir donc la vanille qui se sèche. Moi j'ai mon petit truc. Soit je les mets dans de l'huile, voilà, ou je les mets au congélateur, donc directement le tube au congélateur. Ce qui est important par contre, c'est de la laisser bien dans le tube. Parce que le congélateur, ça a tendance à sécher. Donc il faut soit mettre sous vide ou laisser dans le tube. Choisir en fin de compte une gousse de vanille de la Nouvelle-Calédonie, c'est pas se tromper. C'est être sûr du résultat, c'est être sûr que la recette va être réussie, parce que cette vanille, elle est juste parfaite. Avide de nouvelles expériences et en vue de développer son activité, Julien Pascal a décidé d'acheter en décembre 2014 des terres, ou plutôt une parcelle de forêt. Situé au pied du Mont Mou, l'endroit est tenu secret, à l'abri des regards indiscrets. Une exploitation surprenante qui prouve une fois encore l'audace du jeune agriculteur. Engendrer plus de bénéfices n'est pas réellement son objectif. Julien expérimente et se joue des lois de Dame Nature. C'est une ancienne taraudière, donc on remarque qu'il y a des niveaux qui ont été définis par les Kanaks il y a plusieurs dizaines d'années. Il a fallu débrousser un maximum d'arbres pour obtenir un taux de luminosité aux alentours de 50%, ce qu'on recherche pour la vanille. Ensuite, aménager la parcelle en plantant les tuteurs qui permettent de supporter les lianes, amener le substrat de culture et ensuite faire les travaux d'irrigation pour pouvoir suppléer le manque d'eau en période de sécheresse. On a très peu de recul en fait sur la culture de vanille en Calédonie. Et moi, tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je travaille seul depuis 7 ans. J'ai aucun appui technique, que ce soit au niveau de la province ou que ce soit au niveau des institutions en Calédonie. Donc je m'inspire beaucoup de la bibliographie, de tout ce que je peux glaner comme information sur Internet. Et puis je fais des essais. Et puis au fur et à mesure, j'affine mon mode de culture et mon protocole de préparation. Le protocole et les conditions de culture sont sensiblement les mêmes que sur son exploitation de Païta. En termes de rendement, il faut là encore composer avec la nature. L'investissement financier pour une plantation en milieu naturel, c'est quasiment la même chose, rapporté au nombre de pieds qu'une ombrière. Après, les rendements par pied sont inférieurs sous ombrage naturel qu'en ombrière. Parce qu'effectivement, sous ombrière, toute la culture est dédiée au vanillé, alors qu'ici, il y a une concurrence au niveau du sol avec les arbres. Mais encore une fois, sur une grande propriété, on peut planter plus
Donc on est plus sur un mode de culture extensif, plus respectueux de l'environnement, de la nature, qui s'inscrit plus dans la nature qu'une ombrière. C'est vraiment un choix. Et sur ce terrain en dénivelé, rigueur et organisation semblent être les maîtres mots. L'alignement précis des pieds de la vanilleraie aide le planteur à rationaliser toutes les opérations, de la fécondation à la récolte. Le développement de cette activité demande plus de temps aussi. Mais c'est sans doute l'amorce d'une nouvelle filière. À partir d'une bouture, c'est un tout petit peu plus long qu'en ombrière. Dans les ombrières, on peut compter avoir les premières floraisons, qu'à peu près 40-45% des plants qui fleurissent au bout de 2 ans. Là, en forêt, il va falloir compter 3 à 4 ans facilement, parce que la croissance est beaucoup plus lente. Mais j'espère qu'avec une croissance plus lente, peut-être que ça se vérifiera, on aura un produit encore plus qualitatif. Même si je me développe, que je plante 10, 15 ou 20 000 boutures, je n'arriverai jamais à assumer tout seul la charge de travail. Donc ça passera soit par l'emploi de personnes, mais ça veut dire aussi de gros investissements dans des parcelles, soit l'association avec d'autres agriculteurs pour créer une véritable filière vanille en Nouvelle-Calédonie, tout en gardant à l'esprit qu'il faut produire ce produit rare et de très haute qualité que je fabrique actuellement et qui répond vraiment à des exigences du marché international. Julien produit en moyenne 250 kg de vanille par an, une quantité toute relative à l'échelle internationale. Parmi ses clients, les Japonais, proximité oblige, mais aussi les Européens. Et le producteur met un point d'honneur à vendre son produit à ses premiers clients, les Calédoniens, sur le marché de Nouméa. Chaque samedi, il fournit ses revendeurs, comme Sophie, une spécialiste des épices. Un rendez-vous convivial. La vanille de Julien plaît beaucoup ici à Nouméa, parce qu'en fait, elle est déjà très bien présentée. Et puis, c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup de goût, elle a un parfum très puissant. Il y a des petites recettes assez sympas, donc on peut l'utiliser aussi bien pour la pâtisserie. Il y a aussi des bonnes recettes avec le poisson, notamment avec le maï-maï à la vanille, ou les crevettes, c'est vrai que c'est très bon. Une saveur typiquement locale qui, une fois utilisée dans un mets, ne manquera pas de faire rayonner les couleurs de l'île à travers le plat d'un grand chef. Alors Gérard, je vous ai préparé ce dessert à base de ces belles gousses de vanille bien grasses, bien généreuses de Nouvelle-Calédonie, avec les premières pêches françaises. Et vous qui êtes glacier, qui aimez la pâtisserie, qui aimez les belles choses, le sorbet à la vanille est fait avec le fond de pochage des pêches, donc avec les noyaux qui ont donné ce côté un petit peu amer. Et puis, rien ne se perd. Est-ce que c'est pas un bon sorbet quand on utilise la cuisson du fruit? Oui, tout à fait, le jus de cuisson, le jus de magnifique. cuisson du fruit, c'est magnifique. Absolument. Alors, je vous laisse découvrir avant que ça fonde, parce que comme vous le savez, les sorbets ont tendance à fondre. C'est clair. C'est fait pour nous rafraîchir. Hein. Alors. Ah oui, d'accord. Très bien. Belle texture. Et puis la vanille, il n'est pas pour rien. La vanille, on le sent bien. Ouais. Et puis ce nougat, là, qui vient secouer un petit peu. Voilà. Des compositions qui sont agréables. Un produit qui est rafraîchissant. La gousse de vanille qui nous emmène vers un univers avec au tout début donc une entrée en bouche qui est sur la pêche. Et puis ce côté croquant qui nous donne envie de revenir sur le dessert. Voilà, c'est une belle composition. Vanille et pêche, on ne peut pas se tromper. Ça marche bien, non? On ne peut pas se tromper. On peut pas se tromper. On peut pas se tromper. Et c'est vrai que la pêche, ce côté aussi fruité, on est sur des saveurs délicates là. On est sur des notes très sensibles, on est sur des choses... Très féminin, je trouve. C'est très féminin en plus. J'ai envie de dire, quelque part, on se rapproche d'un dessert classique, qui était donc la pêche melba. Tout à fait. C'est un clin d'œil à la pêche melba. Un beau clin d'œil à la pêche melba, qui était en effet une pêche donc pochée au sirop léger. À l'époque, ils n'avaient pas dû mettre de vanille parce que c'était pas encore suffisamment connu. La mode. Pas la mode. Avec une petite gelée de groseille et puis une glace donc simple au lait à l'époque. Mais là, ce sorbet donc est complémentaire et on est sur c'est vrai toute une douceur
Donc au-delà même de la présentation, qui est importante, on a donc cette douceur, cette longueur en bouche et ce retour en nez de la vanille. Extraordinaire, ouais. Ce retour en nez, il est vraiment extraordinaire. Et c'est là où l'on voit que quand on utilise une vanille de qualité ou un autre produit de qualité, on a le retour sur investissement, là. Et là, c'est vrai, là, en rétro, c'est énorme. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, bon, là, il y a un producteur qui est jeune, un produit qui est jeune quand même, parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est travaillé en Nouvelle-Calédonie, et ça donne juste un produit, enfin, une vanille, enfin, je dirais parfaite, si la perfection existe. Et c'est ça, je trouve que c'est un vrai message d'espoir, que c'est un grand sourire de dire, voilà, on peut avoir des idées, un beau produit, et en quelques années, donner du plaisir à un plus grand nombre. Et ça, c'est ce que j'aime aussi dans notre métier.